Ma belle-mère veut que je contribue davantage aux dépenses du foyer parce que je fais seulement attention aux enfants, alors je lui ai dit qu'elle pouvait commencer par payer un loyer pour la maison qui m'appartient. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Être mère au foyer n'a jamais été quelque chose que j'ai dû justifier auprès de mon mari, 38 ans. Dès le moment où nous avons décidé d'avoir des enfants, nous étions tous les deux d'accord sur le fait que je resterais à la maison pour les élever pendant qu'ils travailleraient. Ce n'était pas une décision prise à la légère. J'avais un emploi stable avant, mais après avoir fait les calculs, et en tenant compte du coût de la garderie et de nos priorités, il était plus logique que je reste à la maison avec les enfants. Mon mari n'a jamais eu de problème avec ça. En fait, il était extrêmement reconnaissant et me disait souvent à quel point il appréciait tout ce que je faisais pour que notre foyer et notre famille fonctionnent bien. Malheureusement, sa mère ne partageait pas le même avis. Ma belle-mère a toujours été le genre de femme fière de son indépendance et de son dur labeur, ce qui, dans son esprit, signifiait mépriser les femmes qui ne travaillaient pas à l'extérieur du foyer. Depuis le début, elle a fait des remarques désobligeantes à mon sujet, insinuant que je vivais au crochet de son fils, me traitant comme une profiteuse, alors que mon mari et moi étions ensemble bien avant qu'il ne lance sa carrière. Chaque fois que nous lui rendions visite, elle trouvait un moyen d'évoquer mon prétendu manque de contribution. Elle mentionnait, par hasard, des femmes qu'elle connaissait qui réussissaient à concilier maternité et carrière. Si jamais j'achetais quelque chose de nouveau pour moi, elle faisait des remarques sur le fait que c'était agréable de pouvoir dépenser l'argent que quelqu'un d'autre avait durement gagné. Peu importait que nos finances soient communes ou que mon mari ne se soit jamais plaint. Ma belle-mère avait décidé que j'étais un fardeau. Puis, elle est allée encore plus loin. Un soir, mon mari est rentré à la maison l'air fatigué, et j'ai tout de suite vu que quelque chose le tracassait. Quand je lui ai demandé, il a hésité un instant avant d'admettre que sa mère l'avait appelé plus tôt dans la journée pour lui faire part de certaines inquiétudes. Apparemment, elle avait passé une bonne partie de l'appel à le convaincre que je profitais de sa générosité. Elle lui a dit que ce n'était pas juste que je reste à la maison pendant qu'il travaille, et que je devrais contribuer financièrement. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a même suggéré qu'il limite mes dépenses pour me motiver à être plus responsable. Je l'ai regardé, attendant de savoir comment il avait réagi, et à ma grande surprise, il ne l'avait pas immédiatement remise à sa place. Il m'a dit qu'il avait surtout écouté sans vraiment être d'accord ni en désaccord, ce qui, pour moi, signifiait qu'une petite part de lui envisageait réellement ce qu'elle avait dit. Et ça m'a blessé. Je n'étais pas en colère contre lui, mais j'étais profondément blessé. Après tout ce que je faisais, élever nos enfants, gérer la maison, m'occuper de toutes les petites choses dont il n'avait même pas à se soucier, il laissait les mots de sa mère l'atteindre. J'aurais pu réagir sur le moment. J'aurais pu me défendre et lui faire remarquer à quel point il était ridicule qu'elle interfère dans notre mariage. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai laissé couler. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je savais que la meilleure façon de gérer ma belle-mère, c'était de la laisser creuser sa propre tombe. Alors j'ai simplement souri à mon mari et je lui ai dit que je comprenais. J'ai dit que s'il pensait qu'on devait parler de nos finances, on le ferait. Il avait l'air soulagé, pensant que je faisais preuve de bon sens, mais en réalité, j'attendais juste le bon moment. Parce que je savais quelque chose que sa mère ignorait, quelque chose qui allait tout changer quand le moment serait venu. Et j'avais hâte d'en être témoin. Après cette conversation, je pouvais dire que mon mari réfléchissait encore à ce qu'elle avait dit. Il était plus silencieux que d'habitude, ce qui montrait bien que quelque chose le tracassait. Je n'ai pas insisté, et je n'ai surtout pas lancé de dispute. Je voulais voir jusqu'où ma belle-mère serait prête à aller. Si elle voulait me faire passer pour une profiteuse, je la laisserais croire ça, juste pour voir à quel point elle allait se ridiculiser. Quelques jours plus tard, mon mari a doucement suggéré que nous examinions nos finances. Il a dit que peut-être nous devrions discuter de ce que je pourrais apporter maintenant que les enfants grandissaient. J'ai dû me retenir de rire. Nos enfants sont encore très jeunes, bien trop jeunes pour être laissés seuls. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ma belle-mère avait réussi à convaincre mon mari que je passais mes journées à ne rien faire pendant qu'il travaillait. Plutôt que de me défendre, j'ai laissé couler. Je lui ai dit que si c'était nécessaire, je serais tout à fait prête à envisager de prendre en charge certaines responsabilités financières. J'ai même proposé de payer quelques factures, si cela pouvait le rassurer. Il a semblé surpris de voir à quel point j'étais d'accord facilement, mais au lieu d'être soulagé, il avait l'air coupable. Probablement parce qu'au fond, il savait que cette idée ne venait pas de lui. C'était la manipulation de sa mère. Malgré tout, il a accepté. Il m'a assuré que ce n'était pas pour me punir ni parce qu'il doutait de mes efforts, mais simplement pour être équitable. J'ai souri, j'ai accepté, et ensuite, j'ai attendu. Ma belle-mère, elle, devait être absolument ravie, persuadée d'avoir gagné. Soudain, elle est devenue plus audacieuse, lâchant des commentaires du genre « Je suis contente que tu aies enfin compris qu'il fallait que tu contribues ». Elle s'est même mise à me suggérer des petits boulots que je pourrais faire depuis chez moi. Elle avait toutes sortes d'idées, cours particuliers en ligne, rédaction freelance,
faire des gâteaux à vendre, ou même garder d'autres enfants puisque j'étais déjà à la maison avec les miens. Et bien sûr, elle disait tout ça sur un ton des plus condescendants, comme si elle me faisait une faveur en me proposant ces idées utiles. Je hochais la tête et faisais semblant de jouer le jeu, lui disant que j'allais me pencher sur le travail à distance. J'ai même dit que je trouvais ça génial d'avoir un emploi. Je comprenais totalement à quel point cela devait être dur pour mon mari d'être le seul à subvenir à nos besoins. Elle a tout gobé, persuadée d'avoir enfin réussi à me remettre à ma place. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quelques semaines plus tard, mon mari et moi rendions visite à ma belle-mère chez elle. Comme d'habitude, elle a trouvé un moyen de parler d'argent. Mais cette fois, elle a été encore plus directe. Elle a carrément suggéré que mon mari commence à gérer lui-même le budget du foyer, juste pour s'assurer que je ne dépensais pas trop. J'ai senti mon mari se raidir à côté de moi, et ça a été le premier signe qu'elle était allée trop loin. Il a expiré lentement, en se frottant les tempes, comme s'il était épuisé. Puis, avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a prononcé une phrase qui a immédiatement effacé le sourire suffisant de son visage. Il lui a dit que si elle était si préoccupée par la question de l'équité, alors peut-être qu'il était temps d'avoir une vraie conversation sur les finances, en commençant par sa propre situation. Ma belle-mère a cligné des yeux, confuse. Elle a lâché un petit rire nerveux et lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Il n'a pas pris de pincettes. Il lui a rappelé qu'elle vivait confortablement dans ma maison depuis des années sans jamais avoir payé un centime de loyer. Elle était toujours prompte à juger les arrangements financiers des autres, mais elle n'avait jamais remis en question le sien, parce qu'elle ne s'attendait pas à devoir contribuer aux frais de son propre logement. Et elle ne comprenait toujours pas. Elle a balayé la remarque d'un geste, disant que c'était différent puisqu'elle vivait dans la maison de son fils. Et c'est là que mon mari a asséné le coup de grâce. Il lui a dit que ce n'était pas sa maison. Tout le corps de ma belle-mère s'est figé. Elle nous a regardés. A lâché un rire forcé, secouant la tête, et a dit à mon mari d'arrêter de plaisanter. Il n'a pas ri. Il a simplement répété ce qu'il venait de dire, cette fois avec plus de fermeté, ce n'est pas ma maison. Ça ne l'a jamais été. Ma belle-mère s'est tournée vers moi et a demandé, alors c'est à qui, cette maison ? Il lui a dit la vérité, la maison m'appartenait. Elle a regardé mon mari, s'attendant à ce qu'il se rétracte, mais il s'est contenté de la regarder avec une expression fatiguée. Et le visage de ma belle-mère a perdu toute sa couleur. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle n'a rien trouvé à dire. Elle avait passé des semaines à me traiter de profiteuse, comme si je vivais au crochet de son fils travailleur, alors qu'en réalité, c'est elle qui vivait sous mon toit sans même le savoir. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, savourant le moment que j'attendais depuis si longtemps. Elle voulait de la justice ? Eh bien, maintenant elle allait en avoir, selon mes conditions. Elle ne cessait de nous regarder tour à tour, mon mari et moi, attendant que l'un de nous dise que c'était une blague. Mais aucun de nous n'a démenti. Il lui a simplement dit que peu importe les suppositions qu'elle avait pu faire, une chose restait vraie, la maison m'appartenait. Elle a répondu que ce n'était pas grave, que cela ne changeait rien, que ce n'était pas comme si j'allais soudainement la mettre à la porte. Je me suis penché en avant, les coudes appuyés sur les genoux, et je lui ai dit, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la notion d'équité dernièrement. Puisque cela lui tenait tellement à cœur que tout le monde contribue financièrement, j'ai trouvé normal qu'elle participe aussi. Et ma contribution à moi serait de jouer le rôle de propriétaire, en facturant un loyer à mes locataires. Logique, non. Elle m'a dit d'arrêter de plaisanter. Je n'ai pas ri, et je lui ai répondu que je ne plaisantais pas. Puisqu'elle vivait dans ma maison, il serait juste qu'elle commence à payer un loyer. Elle a regardé mon mari, espérant qu'il intervienne, mais il a simplement soupiré et secoué la tête, lui disant que c'était bien le minimum qu'elle pouvait faire. Il a ajouté qu'il était temps que chacun contribue, et que cela en faisait partie. Elle nous a dit qu'elle était de la famille, et qu'elle ne s'attendait pas à devoir payer un loyer pour vivre dans sa propre maison. J'ai répondu que c'était exactement ce que j'attendais, car moi aussi, j'avais besoin de contribuer à ma famille, comme elle l'avait suggéré. À ce stade, elle respirait difficilement, bégayant que c'était différent. Elle a dit qu'elle n'était pas une locataire, mais sa mère. J'ai hoché la tête, faisant mine de comprendre. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. C'était une situation émotionnelle, et c'est justement pourquoi j'étais prête à faire preuve de souplesse. Au lieu de la traiter comme une locataire ordinaire, je lui proposais un loyer réduit, bien moins cher que ce qu'elle paierait ailleurs dans cette économie. Une réduction de 2% si elle payait à temps. Mais bon, c'est seulement pour la famille, je n'offrirai pas ça à n'importe qui. Elle a murmuré qu'elle n'arrivait pas à croire que cela arrivait vraiment. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit que je ne faisais que suivre ses conseils. Elle avait été très claire sur le fait que tout le monde devait faire un effort, alors voilà, je prenais ses mots au sérieux. Elle devrait être ravie que je l'ai prise autant au sérieux. Elle a fini par dire qu'elle avait peut-être été un peu dure, mais qu'elle ne voulait pas me blesser. Elle disait qu'elle voulait juste protéger son fils. Elle a reconnu qu'elle avait peut-être mal jugé la situation, et qu'elle comprenait maintenant que je ne profitais pas vraiment de lui. J'ai souri et je l'ai remercié d'avoir enfin compris cela.
Puis je lui ai demandé si elle préférait payer son loyer manuellement chaque mois ou mettre en place un prélèvement automatique. Elle a bafouillé qu'elle ne pensait pas que le loyer soit nécessaire maintenant que nous avions vidé l'air. Je lui ai rappelé qu'elle tenait beaucoup à la justice, et qu'elle ne voudrait sûrement pas vivre quelque part sans contribuer. Pas après avoir été aussi préoccupée par ma contribution financière. Elle était coincée, et elle le savait. Elle a regardé mon mari, presque suppliante, mais il n'a pas bougé d'un millimètre. Si elle voulait parler d'équité, alors elle devait l'appliquer à elle-même aussi. Elle a marmonné qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir, puis elle s'est vite éclipsée dans une autre pièce. Je l'ai entendu faire les 100 pas dans la cuisine, probablement en train de chercher comment réparer les dégâts. Mon mari m'a dit qu'il n'avait jamais vu sa mère aussi perdue. Je lui ai répondu que c'était juste, et j'ai souri. Puis il m'a demandé ce que je ferais si elle acceptait vraiment de payer le loyer. Je lui ai dit qu'elle devait le faire, et que c'était une bonne chose qu'on ait abordé le sujet, car il était temps de revenir à notre petite discussion sur les finances. Il avait l'air un peu mal à l'aise quand j'ai dit ça, pensait-il vraiment que j'allais laisser passer ça? Mise à jour 1. Voici ce qui s'est passé après avoir confronté ma belle-mère, il y a quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse. Je savais que sa fierté l'en empêcherait, du moins dans l'immédiat, mais je m'attendais à un certain retour de flamme, et j'avais raison. Le soir même, après que nous lui ayons annoncé notre départ, j'ai soupçonné qu'elle appellerait quelques membres de la famille pour se défouler. Je n'étais pas inquiète, je savais que la vérité était de mon côté. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma belle-sœur. Elle me demandait ce qui s'était passé, car sa mère l'avait appelée en panique, disant que je l'avais piégée et humiliée devant son fils. Je lui ai simplement répondu que mon mari lui avait dit la vérité, rien de plus, rien de moins. Je lui ai raconté tous les détails, et c'est tout. Dans l'après-midi, le chantage affectif a commencé. Ma belle-mère s'est mise à envoyer des messages, jouant les victimes dans toute cette histoire. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire que je l'ai laissée vivre dans l'illusion que cette maison était la sienne, que je lui avais fait croire qu'elle était en sécurité avant de lui retirer le tapis sous les pieds. Elle m'a demandé comment j'avais pu être aussi cruel. Je lui ai répondu qu'elle était toujours la bienvenue dans la maison, après tout, je n'avais jamais menacé de la mettre dehors, mais que si elle voulait vraiment que ma contribution augmente, alors elle pouvait commencer par payer un loyer. Elle n'a pas répondu. Et quand elle l'a finalement fait, ce n'était pas par message. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée, adressée à moi, écrite de sa propre main. C'était l'excuse la plus fausse que j'ai jamais lue. Elle disait qu'elle était très désolée si elle m'avait blessé, mais qu'elle ne voulait que ce qu'il y avait de mieux pour son fils. Elle assurait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire sentir que je n'étais pas apprécié, que tout ce qu'elle faisait était toujours pour le bien commun. Elle terminait la lettre par une supplique, me demandant de reconsidérer l'histoire du loyer, affirmant qu'elle était veuve et que feu son mari n'aurait jamais voulu qu'elle ait des difficultés financières. J'ai plié la lettre et l'ai mise de côté, la décision était déjà prise. Elle voulait que je contribue davantage? Très bien. Je lui donnais aussi l'occasion de contribuer. Si elle se considérait vraiment comme la maîtresse de maison, alors elle pouvait commencer à agir comme telle. D'un autre côté, après avoir glissé sa lettre dans un tiroir où vont les choses qu'on oublie, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une vraie conversation avec mon mari. Certes, il m'avait défendu la dernière fois face à sa mère, mais je n'étais pas prête à ignorer le fait qu'il avait envisagé ses reproches au départ. Il l'avait laissé s'installer beaucoup trop confortablement dans notre couple, et ce n'était pas quelque chose que je pouvais balayer d'un revers de main. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à nos finances, et que j'avais décidé qu'il était temps pour moi de reprendre le travail. Il m'a demandé pourquoi je voulais faire ça, n'avions-nous pas déjà réglé le problème avec sa mère? Je lui ai répondu que puisque sa mère semblait si préoccupée par ma contribution, le plus juste, c'était que je trouve un vrai travail, un travail rémunéré, un travail qui prouverait clairement que je ne profitais pas de lui. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de faire ça, que nous étions tombés d'accord sur cette organisation, et que notre famille fonctionnait justement parce que je pouvais rester à la maison avec les enfants. Je lui ai demandé si c'était vrai, alors pourquoi avait-il laissé sa mère parler de moi comme si j'étais une profiteuse? Pourquoi était-il resté là, à alimenter ses reproches, à agir comme s'il devait justifier ma place dans notre mariage? Il a admis qu'il avait franchi une limite. Il s'est excusé, disant qu'il aurait dû remettre sa mère à sa place dès la première remarque au lieu de laisser la situation s'éterniser. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer aussi facilement. Je lui ai fait remarquer que s'il avait déjà permis à quelqu'un d'interférer dans notre mariage une fois, cela voulait dire qu'il pourrait le refaire. Je lui ai dit que la confiance ne concernait pas uniquement la fidélité, c'était aussi savoir que son partenaire n'allait pas laisser des influences extérieures dicter les règles de votre relation. Sa mère n'avait rien à voir avec nos finances, et pourtant, il lui avait donné une voix. Il a admis qu'au début, il pensait qu'elle exprimait juste une inquiétude, mais qu'il voyait maintenant à quel point elle avait manipulé la situation. Il m'a dit qu'il détestait m'avoir fait sentir que je devais me justifier. Je lui ai alors parlé des finances que j'avais examinées récemment, et de l'argent qu'il envoyait chaque mois à sa mère. Ça l'a vraiment pris par surprise.
Il ne s'attendait pas à ce que je sois prête pour cette discussion. Mais tu me connais, j'aime être bien préparé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les chiffres. Je lui ai dit que j'avais vu les transactions, les virements réguliers, les montants envoyés directement à sa mère sans raison claire. Je lui ai demandé combien de temps il comptait continuer ainsi. Il m'a répondu que c'était sa mère, qu'elle était veuve, et qu'il voulait juste s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Je lui ai dit que les choses allaient changer. Puisque visiblement, moi je devais désormais contribuer davantage, j'avais déjà pris une décision. Sa mère allait devoir contribuer elle aussi. Et cela voulait dire que l'argent qu'il lui envoyait irait maintenant vers une aide à domicile. Parce que si je devais travailler, nous allions avoir besoin de quelqu'un pour nous aider avec les enfants et la maison. Il avait l'air complètement déstabilisé, ne sachant pas s'il devait être en colère ou honteux. Il a dit qu'il n'avait jamais vu les choses sous cet angle, qu'il était tellement habitué à s'occuper de sa mère qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était injuste de continuer à la prioriser par rapport à notre propre foyer. Je lui ai dit que je comprenais qu'il veuille prendre soin de sa famille, mais que sa mère n'était pas sa responsabilité au même titre que nos enfants l'étaient. Elle avait vécu dans cette maison pendant des années sans payer de loyer, sans lever le petit doigt, tout en me critiquant pour soi-disant profiter de lui. Je n'allais pas laisser ça continuer. Finalement, il m'a dit que j'avais raison, qu'il l'avait laissé faire, qu'il l'avait encouragé sans s'en rendre compte et que cela devait cesser. J'ai eu l'impression qu'on était enfin sur la même longueur d'onde, mais on ne sait jamais. Je vais rester vigilante. Mise à jour 2. Je reprends là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire le matin suivant ma discussion avec mon mari. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de faire traîner les choses. Si elle voulait continuer à agir comme si elle était au-dessus de tout le monde, alors elle pouvait se débrouiller toute seule. Je l'ai appelée et je suis allé droit au but. Je lui ai dit qu'elle allait devoir commencer à payer un loyer, et que le tarif famille, allait désormais inclure un taux spécial belle-mère, ce qui faisait un total de 2%. En gros, si le tarif famille est habituellement de 15%, alors le tarif spécial belle-mère est de moins 13%, parce qu'elle porte la poisse, ce qui nous fait un total de 2%. Je lui ai aussi précisé, dans mon nouveau rôle de propriétaire, que si elle n'avait pas le paiement de ce mois-près, elle devrait commencer à chercher un autre endroit où vivre, parce que j'allais mettre la maison en location et m'épargner ces 2%. Elle m'a demandé quel genre de belle-fille ferait ça à la mère de son mari, essayant de la mettre à la porte de la maison où elle vivait depuis si longtemps. Je lui ai demandé quel genre de belle-mère essayait de détruire la famille de son fils au lieu de se réjouir qu'il en ait une. Elle a dit que la maison ne pouvait pas m'appartenir à moi seule, puisque j'étais marié à son fils. Je l'ai corrigé, la maison était à moi, achetée bien avant même que je rencontre son fils. Donc non, cette stratégie ne fonctionnerait pas. Si elle n'avait pas l'argent, elle devait trouver un autre logement. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas cette somme sous la main, que j'étais cruel de lui faire ça à cause de simples paroles qu'elle avait dites. C'est à ce moment-là que mon mari, qui était assis à côté de moi et avait tout entendu, a pris le téléphone. Il a dit à sa mère qu'il arrêtait aussi les virements mensuels qu'il lui envoyait, puisque j'allais reprendre le travail et qu'on allait devoir embaucher une aide à domicile. Cet argent servirait désormais à soutenir notre famille. Elle a crié si fort que je l'ai entendu même sans que le haut-parleur soit activé. Elle hurlait qu'il ne pouvait pas faire ça à sa propre mère, la femme qui lui avait donné la vie, un foyer aimant, et qui l'avait élevée. Et évidemment, elle m'a accusé de l'avoir monté contre elle, de ruiner sa vie. Je lui ai répondu aussi calmement que possible, comme si c'était une simple affaire administrative, que si elle n'avait pas été aussi arrogante tout en vivant au crochet des autres, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Elle avait passé tout ce temps à me regarder de haut, à agir comme si j'étais un fardeau pour son fils, alors qu'en réalité, c'était elle, le fardeau. Je lui ai rappelé qu'elle n'était pas une pauvre femme sans ressources. Son défunt mari lui avait laissé de l'argent, et elle avait ses propres économies. Et si ça ne suffisait pas, elle pouvait faire comme tout le monde quand on a besoin d'argent, trouver un travail. Elle a hurlé qu'elle était trop vieille pour travailler, que j'étais vindicative, que je ne voulais pas simplement me venger, je voulais la voir tomber. Peut-être qu'elle avait raison. Mais j'en avais déjà assez fait en la laissant vivre chez moi simplement parce qu'elle était la mère de mon mari. Il était temps que les choses changent. La conversation s'est arrêtée là, du moins de mon côté, parce que je ne voulais plus l'entendre crier. J'ai mis le téléphone en silencieux, sachant qu'elle risquait de rappeler. Mon mari a dit qu'il aurait dû faire ça depuis longtemps, qu'elle avait toujours joué les femmes fragiles, mais qu'en réalité, elle attendait juste qu'on s'occupe d'elle sans jamais rien donner en retour. Je lui ai dit que tant qu'elle vivrait dans cette maison, il fallait qu'on reste ferme. Pas de concession, pas de soumission à sa volonté. Si elle voulait rester, elle devait payer. Sinon, elle savait ce qu'elle avait à faire. Les jours suivants se sont passés exactement comme on pouvait s'y attendre de la part de ma belle-mère. Elle a essayé toutes sortes de manœuvres, appelé d'autres membres de la famille pour nous faire culpabiliser, faire semblant d'être au bord de la pauvreté, ou simuler des problèmes de santé soudains, mais personne ne l'a cru. Tout le monde savait qu'elle avait de l'argent, et tout le monde savait qu'elle avait cherché ça. Une semaine plus tard, elle a finalement envoyé le loyer. Ce qui me va très bien, tant qu'elle paie, je la traiterai comme n'importe quel autre locataire.
Et de son côté, elle devrait être contente que je ne lui ai pas demandé de dépôt de garantie. Mise à jour 3. J'ai une bonne nouvelle à partager, j'ai trouvé un travail. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est bien payé, les horaires sont corrects, et surtout, je prouve à ma belle-mère que je peux contribuer financièrement. Entre mon salaire, l'argent du loyer, et ce qu'on économise en ne soutenant plus ma belle-mère, nos finances familiales sont très confortables. Certaines personnes ont suggéré que peut-être, au lieu d'embaucher une aide à domicile, on pourrait payer ma belle-mère pour garder les enfants. De cette façon, elle contribuerait un peu et l'argent resterait dans la famille. Ma réponse a été un non catégorique. Il était hors de question que cette femme s'approche de mes enfants pendant des périodes prolongées, encore moins qu'elle ait une quelconque influence sur eux. Je sais très bien ce qu'elle dit de moi quand elle pense que je ne l'entends pas, et je ne vais pas laisser mes enfants grandir en écoutant ces saletés. Je refuse qu'elle leur mette des idées dans la tête, comme le fait que leur propre mère serait une fainéante qui profite des autres, ou qu'ils lui doivent quelque chose simplement parce qu'elle est leur grand-mère. Et en plus, je ne voulais pas qu'elle soit plus présente dans ma maison que nécessaire. Elle était déjà insupportable en vivant ailleurs, ce n'est pas pour inviter encore plus de chaos dans ma vie. Donc non, ma belle-mère ne gardera pas mes enfants. Mise à jour 4. J'ai une nouvelle que j'aurais aimé pouvoir partager plus tôt, mais à part ce que je vais vous raconter, on avait d'autres choses à régler. Rien de grave ni de particulièrement intéressant, juste des choses qui m'ont tenu occupé. Mais maintenant que c'est fait, je peux vous dire que ma belle-mère n'habite plus dans ma maison, et qu'un jeune couple de mariés a emménagé à sa place en payant le loyer complet. Ma belle-mère disait que le loyer était trop élevé et que je profitais d'elle, donc elle ne comptait pas renouveler le bail et préférait déménager dans un endroit avec des prix normaux. Je lui ai dit que c'était très bien, et que j'allais chercher de nouveaux locataires. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé des gens qui pouvaient payer le loyer, et ce n'était pas difficile. Le montant était en réalité très raisonnable, ma belle-mère était simplement trop fière pour payer un loyer à moi. Alors, à une semaine de la date prévue de son départ, elle m'a appelé pour dire qu'elle avait décidé de rester, puisqu'elle n'avait pas trouvé de logement moins cher. Mais comme j'avais déjà trouvé de nouveaux locataires, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester, qu'elle devait partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu un peu de drame, bien sûr. Elle a appelé mon mari pour tenter de le convaincre de me faire changer d'avis, mais il lui a dit que les nouveaux locataires avaient déjà signé le bail et qu'elle devait partir. Aujourd'hui, elle paie 2 fois plus de loyer ailleurs, sans aucune réduction, et c'est bien elle qui s'est mise dans cette situation. Je n'ai fait que suivre ses propres conseils, qu'elle reconnaissait d'ailleurs comme très sages. Merci, belle maman, et merci à vous tous d'avoir été là. J'ai lu chacune de vos suggestions, même celles un peu irréalistes, comme l'idée de la faire garder les enfants. Si on ne se retrouve plus ici, je vous souhaite à tous le meilleur. Avec ma belle-mère loin de ma propriété, je ne m'attends plus à beaucoup de drames.